édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord les titres de cette grande édition du journal de 20 h. L'intangibilité des frontières de la RDC doit être respectée et le Rwanda est appelé sans concession à retirer ses troupes de la RDC. Déclaration sans langue de bois du groupe des ambassadeurs des pays francophones accrédités en RDC. Déclaration faite en marge de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année. Le détail dans un instant. Renforcement du soutien au FRDC de la RDC, le gouvernement passe à l'action avec le réajustement de la hausse du solde et autres primes des militaires. La guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC a causé des conséquences économiques énormes. Les entreprises dans la partie orientale ont enregistré des pertes des équipements, des véhicules, tout comme des laboratoires de l'OCC pillés et emportés par les terroristes vers le Rwanda. La NEP alerte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État vient de prendre quelques heures d'autorité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi une réunion de haut niveau sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie entre les entreprises privées publiques ainsi que la FEC. Ces plans visent à résoudre par une approche inclusive les problématiques soulevées par le baromètre national climat des affaires et à favoriser consécutivement le développement économique du pays. Reportage Fanny Kikoufi. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État après la présentation des résultats du baromètre national en juin 2023. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile, dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage s'est clôturée justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer
dans le cadre de l'initiative. Et pour répondre aux problématiques présentes et aussi coordonner l'élaboration du plan stratégique qui va s'étaler dans le cadre de plusieurs activités ainsi que y compris des ateliers sectoriels. La Première ministre l'a dit, elle va non seulement envoyer des assignations pour les situations présentes parce qu'il y a déjà certaines problématiques pour lesquelles des solutions ont été identifiées dans le cadre de la feuille de route climat des affaires, mais également elle a annoncé sa volonté de poursuivre cet élan donné par le chef de l'État en convoquant la semaine prochaine une session de travail avec le secteur privé. Peut-être que ça sera un comité de conjoncture élargi. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable. Comme annoncé, le chef de l'État vient de prendre une ordonnance dont voici la teneur avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Bonsoir Joseph Oscar. Bonsoir Marie-Louise Mbela. Il s'agit de l'ordonnance numéro 25/174 du 18 mars 2025 modifiant l'ordonnance numéro 20/015 du 26 mars 2020 portant approbation de la convention de crédit conclue en date du 3 juillet 2017 entre la République démocratique du Congo et China Construction Bank Corporation Beijing Branch, CCBC, au titre de financement du projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26 d'Inga 2. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, considérant la nécessité d'augmenter la capacité de la Société nationale d'électricité en matière de fourniture d'énergie électrique en vue de lutter contre le délestage et de stimuler l'activité économique. Sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. L'article 1er de l'ordonnance numéro 20/015 du 26 mars 2020 portant approbation de la convention de crédit conclue en date du 3 juillet 2017 entre la République démocratique du Congo et la société China Construction Bank Corporation Beijing Branch, CCBC, au titre du projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26 de Inga 2 est modifié comme suit. Article 1er. Est approuvée la convention de crédit conclue en date du 3 juillet 2017 entre la République démocratique du Congo et la société China Construction Bank Corporation Beijing Branch, CCBC, au titre de projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26 d'Inga 2 tels que modifiés par l'avenant irrélatif signé en date du 22 décembre 2023 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société China Construction Bank Corporation Beijing Branch, CCBC, au titre du projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26 d'Inga 2 pour un montant de 182 160 602 €. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 18 mars 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original le 18 mars 2025.
Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ce 20 mars de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Ce jeudi à Kinshasa, les ambassadeurs des pays francophones accrédités en République démocratique du Congo ont dénoncé et condamné l'agression rwandaise. Dans une déclaration commune, ces groupes de diplomates appellent à un cessez-le-feu immédiat. Ces derniers réitèrent leur soutien au peuple congolais et aussi à l'intégrité du territoire de la RDC. Gaëtan Malagalano, Souzingoï et Tony Djouma ont signé ce reportage. Le groupe deux ambassadeurs francophones en RDC dit non à l'agression de la RDC par son voisin le Rwanda et réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'indépendance du pays de Lumumba. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Dans une déclaration lue au studio Maman Ngebi de la RTNC après une rencontre avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katimbwe et la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, ces ambassadeurs de pays membres de la francophonie soutiennent les efforts diplomatiques et appellent à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. En présence de députés nationaux et également membres de l'Assemblée parlementaire francophone, ces ambassadeurs représentant le 34 pays membres du GAF évoquent en ce jeudi une soirée de solidarité et collecte de fonds qui sera versée à la Croix-Rouge en guise de soutien aux victimes de l'Est de la RDC. Créée le 20 mars 1970 à Niamey à l'initiative de Jacques Chirac, l'Organisation internationale de la francophonie OIF vient d'être amputée de l'un des pays fondateurs, le Niger. Le Burkina Faso s'est également retiré et quitte les bateaux face à ces départs notifiés. Oscar Mbalkaïch évoque l'avenir de cette organisation et même du français face à d'autres langues dont l'anglais. Suivez. 20 mars 2025, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey au Niger, regroupe les pays qui ont en partage la langue française. L'OIF met aussi en relief la coopération politique, éducative, économique et culturelle entre le pays au service des populations. Mais voilà, 3 pays membres, le Burkina Faso, le Niger et le Mali viennent de tourner les dos à cette organisation. Pour l'ambassadeur de France en RDC, ce départ était prévisible. Je crois que ces pays étaient actuellement suspendus de l'Organisation internationale de la francophonie en raison des coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays, de la même manière qu'ils étaient suspendus de la CEDEAO. Et je pense qu'ils ont quitté la CEDEAO pour contester leur suspension. Quel est donc l'avenir du français, langue officielle de pays membres, face à d'autres langues concurrentes comme l'anglais? Il est vrai que l'anglophonie dérange un peu la francophonie depuis un temps avec une concurrence très ardue et incongrue, mais cela ne va déranger en rien la montée du français et le parcours normal du français. Et donc la francophonie, c'est un trait d'union. Le français, c'est un trait d'union qui permet aux Français et aux Congolais de se retrouver chez lui dans tout le coin du Congo, de parler français et d'identifier l'autre comme étant égal à lui-même. L'avenir du français reste toujours tout autant brillant. Pourquoi? Parce que le français encourage les langues vernaculaires.
Dans le cadre de la francophonie, les langues vernaculaires sont encouragées. Et c'est à nous, dans nos sociétés, dans nos gouvernements, de prendre à bras le corps, de faire redécouvrir à nos populations les langues que nous avons chez nous. L'OIF est constitué de 93 États membres et des gouvernements avec comme politique la promotion de la langue française et la coopération entre les pays membres. Face aux enjeux sécuritaires, le gouvernement renforce les soutiens aux forces armées sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réunion dirigée par le ministre du Budget, Aimé Boji, a acté des mesures concrètes sur la révalorisation des soldes, paiement des primes et meilleure prise en charge des militaires et leurs familles. Rekinzouzi et Hermé Bangando pour ce reportage. Résolument engagé dans la mise en œuvre des instructions du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que de leurs dépendants. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a présidé ce mercredi 19 mars 2025, une séance marathon de travail à son cabinet au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre a mis autour d'une table les délégués de la présidence de la République, la primature, le ministère des Finances, l'état-major général des FARDC et de l'inspection générale des FARDC, ainsi que des renseignements militaires, tous aux côtés des délégués du ministère de la Défense nationale. Les discussions ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du réajustement à la hausse des soldes des militaires et des policiers. En ce qui concerne le paiement de la prime de combat, substantiellement augmenté pour les militaires engagés sur différentes lignes de front opérationnels, des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution du paiement de cette prime. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a insisté sur la nécessité d'une bonne prise en charge des militaires se trouvant sur différents sites de remise en condition. Un accent a été également mis sur une meilleure prise en charge des familles des militaires. 10 ans après la publication du Code des assurances en RDC, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a passé en revue certains types d'assurances rendues obligatoires, tels que la police d'assurance incendie. Le travail de l'autorité de régulation et contrôle des assurances en RDC a été également salué au cours de cette activité couverte par Sylvie Moembo. 10 années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur du Code des assurances en République démocratique du Congo. L'événement a été célébré le mercredi 19 mars 2025 à Kinshasa. À l'occasion, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Liboutaï, a dressé le bilan de cette décennie, soulignant la satisfaction du gouvernement face aux résultats obtenus. Il a mis en exergue 2 avancées majeures, 355 millions de dollars de primes collectées contre 70 millions il y a 10 ans. Le gouvernement est satisfait du chemin qui a été parcouru. 355 millions de primes collectées, un chargement fiscal important qui a contribué à la mobilisation des recettes fiscales de notre pays à travers la TVA, des milliers d'emplois dans le secteur des assurances, plus de 12 compagnies œuvrant, dont 10 dans l'assurance et 2 dans la réassurance, une trentaine de compagnies de courtage, et beaucoup d'acteurs qui sont dans ces marchés. Le ministre des Finances a également salué le travail abattu par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, un organe technique du ministère des Finances chargé de l'application du Code des assurances. C'est ici l'occasion de rendre hommage et saluer le travail qui a été réalisé par ARCA, qui est l'autorité de contrôle et de régulation du marché, mais également l'accompagnement de toute la nation pour la prospérité et la croissance de ces. Durant son allocution, le ministre des Finances a également annoncé que le gouvernement présentera au cours de cette législature un projet de révision du Code des assurances. Et puis la question du développement de la Tchouapa au cœur des échanges entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli, et les caucus des élus de cette province, Jean-Pierre Ndolo Demazou.
La province de la Chuapa fait face à des défis de développement énormes et ce, dans tous les secteurs de la vie. Pas de route ni d'infrastructures sociales de base. Le dossier relatif au programme de développement local de 145 territoires qui peine à être exécuté dans la province. À cela s'ajoute la question des salaires des agents de l'État. Autant de dossiers qui ont poussé les élus de la Chuapa, réunis au sein de leur caucus, de venir rencontrer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Essengekeli, qui est lui aussi l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour l'essor de la province de la Chuapa. La situation du développement de la province de la Chuapa, qui jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les élus de la Chuapa lors de ces échanges, le rapporteur de l'Assemblée nationale compte soumettre toutes ses doléances auprès des autorités compétentes pour une solution rapide. Un motif de satisfaction pour les élus de la Chuapa qui, au dire du député national Ike Lemba, ont eu des échanges fructueux et rassurants avec le professeur Jacques Joly. Toujours dans l'actualité, l'Institut technique et scientifique des Ngiringiri présentait un besoin énorme en termes des bancs pupitres. Chose faite, le service national a procédé à la remise des bancs à cette institution d'enseignement, nous rapporte Cédric Kenina. De 10 000 élèves à 2 000, une décroissance vertigineuse due au manque de bancs pour accueillir les élèves. La réponse à ces déficits vient du service national et ses bâtisseurs. L'Institut technique et scientifique d'Ngiringiri accueille à ce jour une manne venue du ciel, disons, des ateliers, des menuiseries du service national. Il aurait fallu attendre 20 ans pour que le Messie arrive. Et c'est le service national, au commandant du service national, notre bienfaiteur, de se sentir les mieux aimés de tous nos potentiels partenaires pour s'apanasser au mal qui a failli faire disparaître nos établissements. Dans cette opération, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, annonce la dotation en tableau également et fourniture du bureau. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour s'est levé. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleur, dans de bonnes conditions d'études. Sur l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri de recevoir 600 bancs pupitres. C'est un premier geste certes, mais qui n'est pas le dernier. L'envoyé du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo est ici appelé les Messies. Allusion faite à son pragmatisme pour doter les écoles du pays des infrastructures d'accueil. La douane congolaise et ougandaise se réunissent à Kinshasa pour renforcer les échanges d'informations et sécuriser les commerces transfrontaliers du corridor nord. En cette matière, la coopération RDC-Ouganda vise à lutter contre la fraude et faciliter les échanges entre les deux pays, nous dit Riki Nzouzi. Depuis le 27 janvier 2008, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont liés par l'accord d'assistance mutuelle à travers leurs administrations douanières, à savoir la Direction générale des douanes et accises, DGDA, et l'Uganda Revenue Authority, URA. Surtout que ces deux États partagent une frontière de plus de 800 km. Les efforts communs récents sont orientés au développement économique. Voilà pourquoi l'autorité de coordination des transits et des transports du corridor nord a ouvert à Kinshasa ce mercredi 19 mars 2025, les travaux sur les processus d'échange d'informations entre la douane ougandaise et la douane congolaise. Pour
l'éradication de la fraude douanière, la sécurisation de la chaîne logistique des valeurs, la fiabilisation des données statistiques, l'amélioration du cadre opérationnel et enfin d'éviter la recrudescence de la rupture des charges et la lenteur dans le traitement des déclarations. À ce jour, je voudrais à cet effet rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la coexistence pacifique entre pays voisins son cheval de bataille dans la perspective d'une vraie et réelle intégration entre les deux États de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les deux pays ont réalisé plusieurs projets de coopération et une mobilisation conjointe des fonds pour le développement des infrastructures de facilitation du commerce dans le but de stimuler le commerce transfrontalier et intra-régional. La première semaine du mois d'avril verra tous les magistrats en Assemblée générale à Kinshasa. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour préparer la tenue de ces assises. Commentaire Edith Chala. En perspective de la tenue de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni mardi 18 mars 2025 sous la présidence du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Au cours de cette séance, 4 points ont été analysés, dont la communication du président du Conseil supérieur de la magistrature, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de la décision de convocation de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en session ordinaire du premier lundi du mois d'avril 2025, de l'examen et adoption de l'avant-projet d'instruction relative à la préparation de la dite Assemblée générale et la situation des magistrats déplacés suite à l'insécurité et ceux se trouvant dans les provinces occupées. Dans sa communication, le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a informé les membres du bureau du début de la mise en œuvre effective du contrat entre le Conseil supérieur de la magistrature et la société Activa, l'assurance santé et prévoyance collective destinée à couvrir les soins de santé et le versement du capital décès aux magistrats, leurs conjoints ainsi que leurs enfants. Sur le deuxième et le troisième point à l'ordre du jour, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature a adopté l'avant-projet de la décision de convocation de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en session ordinaire et de l'instruction relative à la préparation de la dite Assemblée générale. Kenge s'est mobilisé pour soutenir les FARDC en attente de l'arrivée prochaine de la première ministre dans les chefs-lieux du Kwango. Le député national Jonathan Bialoussouka a rassemblé ses troupes pour déblayer le terrain, nous rapporte Cédric Kenina. Une longue procession dans la ville de Kenge, province du Kwango. Il s'agit des milliers de personnes derrière le député national Jonathan Bialoussouka, notable de ces coins de la République, mais aussi l'un des leaders les plus adulés. Une mobilisation en marge de l'arrivée prochaine de la première ministre, en tournée dans le cadre de la mobilisation générale derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. À sa descente au siège de l'Alliance pour la bonne gouvernance, l'on assiste à une effervescence. Après les 4 kilomètres de distance, Jonathan Bialoussouka a appelé la population du Kwango à soutenir le président de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi les patriotes Wazalendo. Autre appel, c'est celui lancé aux jeunes, appelés à rejoindre les rangs de l'armée. Les phénomènes Jonathan Bialoussouka, comme l'appellent si bien les Kwangolais, a rencontré différentes couches sociales, dont le jeune. C'est dans cette optique, faisant d'une pierre deux coups, que le député national a honoré les mamans de Kenge à l'occasion du mois dédié à la femme, le mois de mars. Ce double leader incontestable de Tchangou et du Kwango a été surpris par des milliers de mamans de l'ABJ qui ont investi sa résidence sous une chaleur ardente pour sceller une communion entre les guides et sa base. Avec le travail déjà abattu par ces dignes fils de Kenge, la première ministre, Judith Souminois, doit s'attendre à un accueil délirant de forces vives de la province du Kwango.
La guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC a causé des conséquences économiques énormes. Les entreprises dans la partie orientale ont enregistré des pertes des équipements, des véhicules, tout comme des laboratoires de l'OCC pillés et emportés par les terroristes vers le Rwanda. L'Association nationale des entreprises du portefeuille de l'État, qui déplore cette situation, a évalué les dégâts. Yolande Voka. Les bruits des bottes impactent inéluctablement sur l'économie, quelle que soit la capacité de résilience. C'est en résumé l'expression commune des directeurs des ressources humaines ainsi que le chargé des finances des entreprises du portefeuille de l'État, membres de la NEP, qui ont procédé à l'évaluation des dégâts économiques, matériels et humanitaires causés par la guerre d'agression dans la partie est du pays. Il y a des entreprises qui ont vu leurs installations démonter, leurs machines démontées et délocalisées au Rwanda. La RVA, par exemple, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas assister les avions parce que la tour de contrôle a été systématiquement pillée. Les personnels n'en parlons pas. La plupart du personnel des entreprises est en débandade dans les provinces voisines, dans le pays voisin. En ce qui concerne la contribution des entreprises de l'État à l'effort de guerre, l'administrateur exécutif de la NEP, Patrick Ngoulou, précise. Ces entreprises et établissements étant des entreprises citoyennes, devaient accompagner l'État en des efforts qu'il est en train d'entreprendre pour mettre fin à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Pour les entreprises, il y a un canal qui nous a été dicté. Il s'agit d'acheter le bon des trésors en guise de leur contribution à l'effort de guerre. Les entreprises du portefeuille et les établissements publics se rangent derrière le chef de l'État pour faire face à cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Et puis cette information, les enseignants de la province éducationnelle des Kwilu seront désormais pris en charge pour des soins médicaux à travers les mutuelles de santé. C'est dans le cadre de la concrétisation de la couverture santé universelle. Eugénie Chabani. Dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les enseignants de la ville de Kikwit, plus précisément de la province éducationnelle de Kwilu, ont toujours fait des plaidoyers pour leur prise en charge des soins médicaux. Leur requête a trouvé une réponse favorable. Ils sont désormais affiliés à la mutuelle de santé des enseignants des primaires, secondaires et professionnels. Ces mutuelles garantissent l'accès aux soins de santé des enseignants et leurs personnes en charge. Pour le représentant du conseil d'administration piloté par l'honorable Guy Mafuta, cette action est la bienvenue. Conformément à la directive du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui demande à ce que le soin de santé de la population aille jusqu'au fin fond, et la mutuelle de santé qui appuie son action est dans la droite ligne de cette vision-là. Et cette vision vient de se concrétiser pour l'enseignant et les personnes en charge de la province éducationnelle de Kwilu 2. Pour être identifié, il faut être enseignant payé sous le régime d'INACOP et être dans une école publique. Ici, le message, je peux même l'adresser à tous les enseignants de la République, que d'abord, à partir du moment où ils contribuent, le régime est devenu contributif, qu'ils se tranquillisent. Ce qui se fait maintenant ici, dans la province éducationnelle Kwilu 2, se fera dans toutes les provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Pour les enseignants des Kikwit, la mutuelle de santé est une bouée de sauvetage. Une formation de renforcement des capacités à l'attention du personnel du Fonds forestier national a été organisée ici dans la capitale. Ce dernier est outillé pour un meilleur rendement dans les processus du passage des marchés dans son secteur. Gaëtan Magalano. Durant une quinzaine de jours, 2 agents y cadres du Fonds forestier national seront outillés sur la procédure nationale de passation de marchés publics lancée par le directeur général adjoint de l'autorité de régulation de marchés publics qui, dans son allocution, a rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour sa leadership axée sur la transparence dans la gestion de finances publiques et à la première dame Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle, avant de saluer l'engagement du directeur général du Fonds forestier national de doter son personnel de compétences nécessaires pour une meilleure gestion. Vous aurez droit au module bien étoffé
consacrée aux règles et procédures de passation de la commande publique, en passant par l'identification des besoins, l'élaboration du plan de passation de marché, le montage des dossiers d'appel d'offres DAO, la mise en concurrence des candidats, la réception et l'évaluation des offres, ainsi que l'arbitrage des conflits nés de la passation et de l'exécution de marchés publics. Et à ce prix seulement que le système de passation des marchés au sein de nos institutions sera désormais en phase avec les exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité. Le directeur général du Fonds forestier national a exprimé sa gratitude à l'entreprise formatrice pour sa promptitude à animer la session de formation avant d'inviter le participant à s'impliquer pleinement afin de tirer le meilleur profit des enseignements dispensés. Des thématiques liées à la paix, à l'inclusion et à la lutte contre les inégalités en RDC ont été débattues au cours d'un panel de réflexion organisé par le programme dynamique Femmes pour la paix et l'inclusion de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Les femmes ne sont pas que de victimes, elles doivent jouer un rôle déterminant pour la paix. Ce sont le mot du secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pour M. l'abbé Arsène Masumbuko, la femme congolaise doit être impliquée dans le processus de paix comme actrice et artisane de cette paix. La Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, à travers la Commission épiscopale de justice et paix, offre cet espace d'échange et réflexion afin que la femme soit au centre de toutes les démarches de la paix et de la sécurité pour les bien vivre de tous. La secrétaire adjointe de la commission justice et paix de la CENCO, la révérende sœur Nathalie Kangage, a indiqué que les femmes souffrent de l'exclusion, de la maltraitance et de violence et très souvent, elles ne savent pas défendre ce droit le plus fondamental. La dynamique femmes et inclusion de la Commission épiscopale justice et paix est en train de mettre en œuvre un projet en partenariat avec Caritas Canada. Le but ou l'objectif de ces programmes, c'est d'arriver à une plus grande inclusion des femmes en République démocratique du Congo. La représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mme Faïda Mwangila, a développé le thème sur les femmes et la violence dans le contexte actuel de la RDC. Il s'en est suivi des échanges après des différents exposés. Le programme Dynamique Femmes est implanté dans tout le 47 diocèses que compte l'Église catholique. La notabilité de la province du Maniema a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État d'avoir choisi l'honorable Jean-Marie Kalumba Yuma parmi les personnalités du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Jean-Marie Kalumba Yuma a appelé les filles et fils du Maniema à rejoindre l'armée pour contrer les velléités expansionnistes des ennemis de la République démocratique du Congo. Sandra Nyangi. Derrière le combat que mène le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national, se range toute la nation. La notabilité et les forces vives de la province du Maniema sortent de son silence et se lèvent. Au cours de cette rencontre à Kinshasa, les ressortissants du Maniema s'est retrouvés autour de l'un de leurs, l'honorable Jean-Marie Kalumba Yuma. Tous, à l'unanimité, ont condamné les crimes commis par les terroristes du M23 AFC et l'armée rwandaise dans la partie est du pays. Nous, la notabilité du Maniema, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez réussi à convaincre les Européens, les Américains et les Asiatiques de la cause congolaise et prendre parti pour faire écho au plus haut niveau. Occasion propice pour ces Kambelembele du Maniema de remercier aussi le chef de l'État pour l'entrée de l'honorable Jean-Marie Kalumba Yuma dans le cercle du Présidium de l'Union sacrée de la Nation comme personnalité cooptée par le chef de l'État avant de le féliciter pour cette élévation politique et l'appel à être désormais leur porte-parole auprès du président de la République. Réunis en cette circonstance de célébration de la nomination de notre fils Jean-Marie Kalumba Yuma comme membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, profitons de ce moment pour vous adresser notre message de remerciement. L'ancien ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba se sent prêt à siéger auprès des autres membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation afin de coordonner les actions politiques et de garantir l'unité des partis et coalitions qui soutiennent le président de la République.
Et enfin, le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga Ngwala, a assisté aux obsèques du premier président de la Cour des comptes de la République du Congo, Charles-Émile Pessé. Présent à la veillée mortuaire organisée en la résidence de l'illustre disparu, le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga Ngwala, accompagné de sa délégation, s'est incliné devant la dépouille mortelle et a profité de l'occasion pour apporter du réconfort à la famille éprouvée. La dépouille mortelle de Charles-Émile Apès, premier président de la Cour des comptes de la République du Congo, fait son entrée dans la salle du Palais des Congrès où toutes les autorités politico-administratives et militaires étaient réunies pour lui rendre les derniers hommages dus à son rang. Denis Sassou Nguesso, président de la République sœur du Congo, dépose sa gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau national, s'incline puis réconforte la veuve et les enfants de l'illustre disparu. L'occasion faisant le larron, la délégation de la République démocratique du Congo a visité le siège de la Cour des comptes sœur de la République du Congo. Le premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, Jimmy Munganga Ngwala, a eu un bref entretien avec les deux magistrats du parquet général sur le fonctionnement de la Cour des comptes de la République du Congo. Nous sommes deux cours de comptes sœurs les plus rapprochés, donc il est conseillé que nos rapports soient vraiment proches. Donc à partir de cet événement, moi, ça je peux vous le promettre, je ferai le nécessaire pour que le contact soit là, que ce contact-là soit raffermi davantage pour que nous arrivions à partager, n'est-ce pas, nos expériences. Fin de la mission à Brazzaville, la délégation RD congolaise est directement passée au beach et traversé le majestueux fleuve Congo qui sépare les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et c'est à travers cette page noire que nous refermons cette édition des 20h. Merci de votre sympathique attention. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Cédric Nina et Gauthier Kiesi, réalisé par Simon Kakolongo et Jonathan Moubalama, sous la coordination de Jacques Kabwaba. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.